essaye de trouver des idées pour pimenter un peu ses courses à lui. Loïc, vous allez continuer tout droit, prendre à gauche, passer sous le tunnel, sous la piste, prendre l'ascenseur, monter, retrouver Julien Febvre en cabine pour commenter cette première séance d'essai libre. Je vous laisse avec votre maille épaisse là. Et en attendant, on va vous retrouver Manon David, parce qu'on l'a pas vu, mais il y a quelques pilotes qui ne sont pas en tenue officielle, hein, parce qu'ils sont titulaires certes, mais ils ne prendront pas le volant de leur monoplace ce matin. On fait le point avec vous. Oui, ils étaient 7 rookies lors de la première séance d'essai libre à Barcelone. Là, ils seront 6 cet après-midi. Vous le voyez, Ryo Hirakawa qui va prendre la place d'Esteban Ocon lors de cette première séance d'essai libre. Le Français qui lui a donné ses petits mots d'encouragement avant d'aller se placer sur le muret des stands. Il y aura aussi le pilote de réserve Aston Martin, Jack Crawford, qui va remplacer Lance Stroll. Et puis les 4 autres pilotes qui vont s'élancer ont déjà roulé à Barcelone. Ils vont pouvoir garder le rythme. Ce sera le cas de Dino Beganovic qui sera dans la monoplace de Charles Leclerc. Ayumu Iwasa empruntera celle de Liam Lawson ce week-end. On verra à nouveau Paul Aron chez Audi et Luc Browning est de retour chez Williams. Et on espère qu'il aura plus de temps de roulage que lors de la semaine à Barcelone où la voiture était restée coincée au garage. Merci Manon. Voilà un petit chômage technique pour certains pilotes en ce début d'après-midi. On parle souvent de matinée, mais non, les premières séances d'essai libre à 13h30. Donc dans quelques minutes avant ça, on va faire un petit détour par vous, Julien Febvre, pour faire le point sur le risque lié à la chaleur qui a été déclenché par les instances, parce qu'effectivement la course aura lieu au-dessus de 31 degrés. Absolument, la règle veut que en prévision de fortes températures, au-dessus de 31, c'est le chiffre qui a été gardé par la FIA, eh bien, on instaure ce système lié au refroidissement. La règle, elle est connue désormais. Le système qui permet de refroidir ce gilet que portent les pilotes doit, quoi qu'il arrive, être installé dans toutes les monoplaces, mais le port du gilet par les pilotes reste à leur seule discrétion. Ceux qui souhaiteront l'utiliser, beaucoup vont le faire en FP1 et FP2, décideront plus tard s'ils le veulent pour la course ou non, mais s'ils ne souhaitent pas porter ce gilet plein de tubulures qui permet de faire circuler un liquide réfrigéré, eh bien ceux qui ne le porteront pas dimanche devront ajouter 500 grammes de poids au niveau du baquet de leur monoplace, évidemment pour des questions d'équité. Forte chaleur, altitude aussi ici, hein, on est à 700 mètres d'altitude, c'est le 3e circuit le plus élevé en altitude de la saison de Formule 1 après le Mexique et le Brésil, et les températures très élevées, il va aussi falloir faire refroidir les monoplaces. Pour ce qui est des gilets réfrigérés et de la température corporelle des pilotes, eh bien ce sont eux qui nous en parlent quant au choix de porter ou non cette veste réfrigérée. Écoutez-les. Used it a couple of times last year, and yeah, I mean, there's obviously the risk of if it goes wrong, and if it fails, then yeah, it's worse than not wearing it. But I think if you get the system working well, then it can help a bit. You know, it's not a complete game changer, but at the end of the day, it's personal preference. Je vais l'essayer en essai libre. Je ne l'ai jamais utilisé pour le moment. On va voir. Ça dépend, il faut voir un peu comment ça évolue. C'est sûr qu'il va faire très très chaud. Donc ça va être une décision, je pense, que je vais prendre après les essais libres. I don't want to use it, you know, but anyway, you pay the penalty on the weight. I don't think, I mean, I'm Mexican, so for me this is not too warm. It makes me laugh that all the Europeans are concerned about this level of heat, but for me it's pretty average, you know, so... Ah, c'est... Le Mexicain a parlé, là, c'est pas si chaud que ça, il dit ouais, c'est bon, calme-toi. Moi, je suis pas mexicaine, donc mon petit gilet réfrigéré, c'est ce superbe éventail. Chacun trouve solution à ses problèmes. En tout cas, vous êtes au frais. Julien, Loïc va vous retrouver dans quelques instants et on va vivre avec vous cette première séance d'essai. Sergio Pérez a collé au nez des gens qui souffrent véritablement de la chaleur. Ils sont ravis de savoir qu'il est mexicain. Ouais, c'est ça, exactement. Bien joué, c'est bon. Pour débuter ce week-end. Ah, je suis mexicain, je vous emmerde tous, attendez. Moi j'ai l'habitude, voilà. Et le mec, sérieux, calme-toi quoi. Au Mexique, je suis pas sûr qu'il fasse 42 degrés ou 44, hein, comme on a eu en France. Hein. Pas sûr de ça quand même, hein. En attendant. Bon, on va mettre le timing. Pour eux, eh bien, d'observer avec un peu plus de recul le fonctionnement de l'équipe, écouter peut-être aussi ce qui se passe dans la radio de leur habituel coéquipier. On se souvient que Nico Hülkenberg, lors du dernier week-end de Grand Prix, avait pris la radio pour faire une petite blagounette à son coéquipier Gabriel Bortoleto lorsque lui se trouvait sur la passerelle des stands. Un circuit court que le Red Bull Ring, 4 km 3 ici, très vallonné. Ça monte sur toute la première partie du circuit jusqu'au début
début du deuxième secteur, et puis à partir de la moitié de ce deuxième secteur, ça descend fortement. Tout ce qui est monté doit être redescendu. Ce sont les lois de la physique. Si on veut que sur la ligne d'arrivée, le circuit ne fasse pas une marche. En tout cas, la marche en avant peut-être de George Russell retrouvée avec des bonnes sensations à Barcelone il y a 15 jours. Des conditions particulières puisqu'il a bénéficié de l'abandon de son coéquipier. On va dire, Loïc Duval, et vous le disiez tout à l'heure, qu'ils sont à un partout en matière d'abandon sur cause technique. On va dire qu'à ce niveau-là, les compteurs sont remis à zéro entre guillemets, mais c'est pas du goût de Toto Wolff de perdre autant de points en quelques courses seulement sur des problèmes de fiabilité. C'est pas du niveau d'une équipe comme Mercedes. Ouais, et là vous avez le côté un peu hypocrisie du pilote, c'est-à-dire que quand vous êtes George Russell à Montréal, il y avait une énorme frustration d'avoir perdu autant de points. Quelque part, il doit presque être un petit peu heureux d'avoir récupéré sur tapis comme ça des points face à son équipier. Mais par contre, en tant qu'équipe, bien sûr, déjà c'est une image. On parle d'un constructeur premium qui se doit d'avoir une fiabilité parfaite. Et ce sont des points très très importants parce que là on parle à eux2, on parle de quasiment une cinquantaine de points qui ont été perdus. Et pour un championnat constructeur, c'est hyper important. Observez la monoplace de Max Verstappen, son casque aux couleurs orange. Il souhaite saluer alors qu'il y a un problème technique dans la voie des stands. Il est immobilisé, il a même coupé son moteur. Il s'apprêtait à prendre la piste. Eh bien non, il y a un sujet. Paul Monaghan est aux affaires. Et le problème pour Max Verstappen, c'est terminé. Ce qui se passe, vous voyez que la monoplace de son coéquipier Isaac Hadjar n'est même pas prête. C'est pas Isaac Hadjar qui pour l'instant est à l'arrière-garage. Dès que je relâche l'embrayage, je prends le système anti-calage. Il ne sait pas prendre un départ, Max. C'est ça la vérité. Et la voiture d'Isaac Hadjar qui n'est pas prête. Il ne sait pas effectuer un départ. Sa place Isaac Hadjar en FP1 à Barcelone avec Iwasa. Il doit prendre sa retraite, Max. Il n'est pas capable de prendre un bon départ. J'allais vous parler de son casque orange puisque sur les prochaines épreuves de la saison, il arborera ses couleurs pour saluer ses fans qui viennent le soutenir en Autriche, sur les terres de Red Bull, à Silverstone, peut-être un petit peu moins. Ce sont les terres de Lewis Hamilton, de Lando Norris, d'Olly Berman, mais en Belgique et bien sûr aux Pays-Bas à la rentrée après la pause estivale, il y aura. Et salut à tous ceux de YouTube, évidemment. Soutenir le pilote néerlandais. Alors George Russell l'a rentré dans le dernier virage. Donc un changement en fait au niveau de la pédale d'accélérateur pour le ressenti pilote. Ils font pas mal d'essais et donc ils trouvent que c'est un peu dérangeant par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir la semaine dernière. Donc on reviendra peut-être sur un setting proche de ce qu'il avait à Barcelone. Premier temps effectué en 1:10.407. Alors que vous apercevez ici sur les images Canal+ de David Baradel, Isaac Hadjar qui rejoint la zone réservée aux ingénieurs. Tous les débriefings techniques se font à l'étage au-dessus des camions ateliers. Donc regardez, on n'a pas pu voir au ralenti, mais donc oui, beaucoup de nouveautés, comme vous le disiez Julien, sur beaucoup de voitures. On est sur un circuit très aéro. Quand même beaucoup de virages à moyenne et haute vitesse, c'est très vallonné et on a des passages de vibreurs aussi qui sont un petit peu compliqués ici, et donc du coup beaucoup de nouveautés sur toutes les voitures et beaucoup d'analyses pendant cette première séance d'essai. On a quand même beaucoup de rookies aussi, on a 6 pilotes rookies qui vont rouler en FP1 et donc beaucoup d'analyses, beaucoup de prises d'informations. On va voir, on a vu un petit peu plus tôt sur les McLaren au niveau des pontons, beaucoup de capteurs. On le voit sur la Mercedes à l'arrière également, donc voilà, beaucoup de véhicules avec des capteurs. Et les deux amis, Frédéric Vasseur et Laurent Mekies, qui se saluent avant de rejoindre respectivement leur garage. Et ces deux-là effectivement ont beaucoup d'estime l'un pour l'autre, de respect. Et une amitié hors des paddocks. L'amitié s'arrête au moment où on passe son badge pour rentrer dans le paddock de Formule 1. C'est comme pour les pilotes, lorsque vous mettez votre casque et vous fermez la visière, salut. les copains n'existent plus. L'amitié ne s'arrête pas, mais on la met entre parenthèses. L'amitié, ça ne s'arrête pas, sinon c'est pas une amitié. Vous connaissez ce proverbe, Loïc Duval? On fait un peu de philosophie. Dites-moi. Je vous donne, voilà. Qui cesse d'être ami ne l'a jamais été. Je ne connaissais pas. Vous avez 4 heures. N'importe quoi. Qui cesse d'être ami n'a jamais été. C'est complètement con parce que la personne elle peut changer et tu peux te rendre compte qu'elle est devenue toxique pour toi et tu peux ne plus être ami avec, quoi.
Je trouve ça con, perso, comme proverbe. Près de lui, en tout cas pas des mentors, le mot serait peut-être un peu fort, mais Lewis Hamilton et Max Verstappen sont deux garçons hautement expérimentés, hautement titrés et qui semblent avoir une vraie sympathie pour Kimi Antonelli, sa jeunesse, sa fraîcheur. Ils vont pas le trouver sympathique très longtemps s'il gagne tout, mais en tout cas il l'apprécie beaucoup et il y a un côté grand frère, j'allais dire paternaliste, c'est peut-être un peu fort, mais grand frère de la part de ces deux-là. J'ai chaud, prête-moi ta clim. Ah bah t'avais qu'en acheter une. Chais tous ceux qui ont pas de ventilo ou de clim là. J'ai vu des vidéos, ils se ruent sur Action, là. Comme des animaux là. Ils se battent pour avoir des ventilos ou des clims. Vous êtes vraiment, mais ceux qui font ça, ridicules quoi. Vous êtes des guignols, hein, vraiment. Hein. Êtes-vous hétérosexuel? Quoi? C'est quoi cette question? Au secours. C'est de la folie de demander ça dans un chat de F1 quoi. C'est de la folie. Vive la campagne avec des arbres. Salut Florian. Et il y en a, ils tournent pas rond, hein, c'est la chaleur, hein, je crois. Hein. Il leur faut des clims à eux aussi. Hein. Mais il faut climatiser le cerveau là, c'est plus possible. Hein. Le circuit le plus technique de la saison. Salut. Bah là on a connu le pire de la canicule, maintenant ça va s'améliorer. Les prochains jours, ça sera mieux. Déjà là, il fait plus que 32 au lieu de 39 hier, excusez-moi. Ça va. Quand même. Pareil que face à la canicule, on se fait tous le GM, ça. Bah non. Clairement non, parce qu'il y a des zones plus chaudes que d'autres quoi. Même en France. Hein. Tu vas à Cherbourg, t'as 29-30. Peut-être 31-32 au maximum. Et pas 42 quoi, ou 44. Tu vois. Faites trahison. Ah c'est demain le sommet vous 39. Ah ouais dur. Lewis Hamilton est le pire pilote de l'histoire. Très bien. Allez t'es banni. T'es banni pour ça Xanto. TG. Chez moi aujourd'hui il fait 29 degrés. Oh ça va 29. On en vient à se dire qu'au final 29 c'est très bien. C'est très très bien. On est assez proche de ce que Barcelone propose. Avec des températures qui sont un petit peu en deçà de ce qu'on a pu voir. Autriche prévoit 34 dimanche. C'est un circuit qui est compliqué surtout pour le train avant. Vous voyez là ce virage droite. Oui voilà c'est ça. L'Alsace j'aimerais pas y vivre. Hein. Alors après vous avez peut-être des lacs mais bon c'est pas idéal quoi. Pareil aussi, on appelle off-bank un petit peu en dévers donc souvent on doit tirer sur le volant. Là on commence à remonter. Dans nos degrés orage, j'ai fait à la maison, je sais pas comment je suis de Nantes. Ok. Bretagne 29, ok. Il n'y a pas un pilote qui a le niveau du pouce de Lewis. Bon, j'aime ta chaîne toujours présente dans tes lives. Bah merci à toi. De ta fiabilité. De ta fidélité surtout. Pris le 3e châssis, celui qui sert de secours, et bien son châssis utilisé à Barcelone et pour l'instant à l'usine Williams à Grove. Qui va se baigner dans un fleuve. Ah bah. On va dire ça aux Parigots qui se baignent dans le canal Saint-Martin ou dans la Seine. Du coup. 26 dedans, 38 à l'ombre. Ah ouais bah t'as une clim toi. Ou alors t'as une baraque qui conserve bien le frais. Ah oui, regardez Lewis Hamilton, 14e derrière les rookies. Et derrière Alonso. Ah là 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 là, terrible désillusion pour Lewis. Il n'avance pas. Mais que dire des Red Bull 21 et 22 dans ce cas? Non non, je l'ai pas banni, je sais qu'il troll. T'inquiète, je le connais.
quand on était un peu plus tôt dans la pipeline avec Marc Delafisse, on voyait bien que c'était en tout cas l'ancien aileron. Déjà les 29 degrés intérieurs. Ouais. Pour les pilotes, on l'a vu avec Charles Leclerc depuis plusieurs grands prix. Il y avait eu un problème de Oui, elle a été nettoyée. Mais les jeux, c'était il y a 2 ans quand même. Hein. Elle a eu le temps de se salir quand même depuis. Hein. À nouveau. C'est ça le petit problème quoi. Par la suite avec voilà, exactement, le week-end de Barcelone. Et apparemment, il y avait quand même plus de ressenti avec ces freins-là. Et c'est The Red Bull qui flotte. bien sûr qu'il y a quelques différences en fonction de l'attaque de votre pédale, des températures. 36 à Liège. Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Vous allez voir dimanche, on verra, écoutez, on verra. C'est important de changer pour au moins évacuer ça et puis repartir sur de bonnes bases de travail. J'ai pas envie de choper le typhus. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le Kimi Antonelli sur le vibreur avec un blocage de la roue extérieure et qui n'a pas pu prendre le virage. Du côté, là c'est double blocage des pneumatiques, des roues avant pour Fernando. Alors, elle marche bien cette Aston encore, dis donc. Je vois. Du côté de Charles Leclerc. Alors attendez, c'est encore une image en direct, ça c'est la deuxième fois. Oui. Encore, il arrive pas. Bah, ça flotte par les Evo Red Bull. Hein. Max Verstappen, sous les yeux un peu médusés de Pierre Waché et de Laurent Mekies, ça ne veut pas sortir pour Max Verstappen. À domicile pour Red Bull. Il y a un problème. Oui, alors puisqu'on a fait, ça a été relativement court, on a dû faire le travail du software. Donc rentrer avec qui remplace qui attends, je vais te dire. Sur le flux télé. Beaucoup d'évolutions sur les deux monoplaces, ça demande de la préparation. Irakawa c'est chez As. Iwasa c'est chez Racing Bulls. Beganovic chez Ferrari et Leclerc donc. Browning c'est Williams. Du coup c'est Sainz qui remplace. Et Polaron c'est Colapinto. Ah non attends, c'est pas non c'est pas. Qui remplace qui Polaron. Bon, on voit Max là, je peux pas vous dire. Il doit absolument adorer, on voit dominer. Donc deuxième faux départ du garage pour Max Verstappen. Oui, terrible. Max. Loïc, on l'a vu. C'est Audi Polaron du coup. Lewis Hamilton a obtenu gain de cause et à partir c'est Bortoletto. du Japon, il a pu utiliser les disques de frein carbone Ouais, c'est ça. chose que n'a pas fait immédiatement Charles Leclerc. Il l'a obtenu à partir de Barcelone, mais Charles Leclerc. Max c'est fini, ça sert plus à rien de compter sur lui. Passer au carbone industrie parce que. Alors, je dirais pas qu'il est fini non plus, ça serait exagéré de dire ça, mais. Sur les premiers instants, Il n'a pas la voiture, il peut pas faire de miracle hein. semble-t-il plus Contrairement à ce que disent ses fans. Hein. chez Brembo, parce qu'il y a des philosophies de disques de frein associées bien sûr aux plaquettes, aux étriers, à tout l'ensemble du système, mais pour faire simple, les Brembo, ils vont plus fort, plus vite, vous avez un retour de sensation très immédiat et un sentiment de décélération intense d'entrée de jeu, là où le carbone industrie, on parle de millième de seconde, est un peu plus long à apporter ce coup de frein brutal que cherchent les pilotes, et ça, eh bien, Charles Leclerc qui est un gros freineur, un hard breaker comme on dit, eh bien, il s'inquiétait de ne pas l'avoir avec des carbones industrie. Eh bien, même si c'est pas la philosophie du carbone industrie, il y est passé et de ce qu'on comprend, il n'a pas l'intention de faire marche arrière. J'ai l'impression que si je vois que Max roule toujours pour eux un prochain, il faut impérativement que ces roues fonctionnent là. Ouais, de toute façon, les prochaines courses, cette course-là et Silverstone, ça va être crucial. Hein. Ça va être crucial. Depuis pas mal d'années, c'était du Brembo, il en était très content. Mais avec cette nouvelle réglementation, voilà, on implémente des nouveautés et on peut arriver à une certaine limite. Et du coup avoir un mauvais ressenti ou ne pas être capable d'optimiser le freinage avec un type de frein. Et c'est pour ça qu'il a modifié ça. Et en effet, à Barcelone, il semblait être plutôt content. On a vu quand même qu'en termes de performance, il était revenu dans un rythme vraiment normal et là où il doit se trouver logiquement en règle générale. Malheureusement pour Charles Leclerc, l'Espagne ne s'est pas terminée comme il le souhaitait. Abandon pour lui, c'était un deuxième abandon consécutif pour Charles Leclerc après celui de Monaco en fin de course.
à n'en pas douter, il va avoir hâte de retrouver le volant de sa Ferrari après cette FP1 confiée à Tino Beganovic, mais pour conforter, confirmer les bonnes sensations obtenues à Barcelone. On a quand même un début de séance assez chaotique parce qu'on n'a pas les Red Bull en piste, on n'a pas les McLaren en piste, les Ferrari. Max Aston Martin, ah oui, bonne idée. Très peu de tours et à basse vitesse, donc vraiment une difficulté de lecture, ce qui est assez surprenant. Silverstone, c'est dimanche prochain, dans 9 jours, du coup. Pour voir si les nouveautés fonctionnent. Ouais, il fera 34 dimanche. Essayer de les comprendre au maximum pour apporter les petites modifications après pour les prochaines séances d'essai. Et quelques évolutions, pas autant que on leur a filé la canicule. Que chez, à eux de la voir maintenant. Pour Ferrari, mais quelques évolutions sur la Ferrari. Et Charles Leclerc nous en parle justement. Alors il y a énormément de boulot de la part du team pour amener ces upgrades à Barcelone qui ont super marché, sur le moteur aussi. Après c'est sûr que sur le moteur c'est des développements qui prennent plus de temps. Ouais, c'est une grosse sprint. Weekend sprint. Motivation et donc c'est pas trop le moment de sortir des évos à Silverstone pour le coup. Produire ces pièces le plus rapidement possible pour les intégrer sur la voiture le plus tôt dans la saison. Et ça c'est très positif. Après à quel point ça fera une différence ce week-end, faut pas s'attendre à ce qu'on réduise complètement le gap avec la Ferrari unique Mercedes, ce sera un petit pas en avant. Qu'est-ce qui se passe avec les voitures de Max? Pas mal de pas à faire pour arriver à la il arrive, en fait ça cale. Quand il essaie d'accélérer et de passer les vitesses, il y a l'anti-calage qui se met en route. Il y a un gros bug là. Bon, je pense qu'ils vont régler ça dans les minutes qui viennent, mais c'est bizarre comme problème. Ce moteur Red Bull Ford est un peu capricieux quand même, hein, quand il s'y met. Autorisé grâce au système ADIO. On n'a pas reçu officiellement de manière publique les allocations données par la FIA en matière d'évolution moteur. Celles-ci ont été fournies le dimanche de Monaco aux écuries dans un courrier officiel de la FIA informant donc chaque écurie, chaque motoriste de son classement dans le barème de performance. Red Bull qui s'est trouvé donc désigné comme meilleur moteur, le moteur Red Bull Powertrain Ford, contesté d'ailleurs par l'équipe. De ce que l'on croit comprendre ici en Autriche, c'est que la FIA est prête à expliquer de manière encore plus précise la manière dont elle a effectué ces mesures, mais la FIA confirmera la position de Red Bull comme moteur référence et confirmera aussi que le moteur Mercedes est bien au-delà des 2% de performance derrière le Red Bull et que par le fait, eh bien, Mercedes obtient un jeton de développement. Ouais, Mercedes qui a une Evo quoi. C'est quand même trop ça. Hein. Les résultats de Monaco, on n'a pas eu de news, je pense que ça va rester comme c'est. Et c'est tant mieux. Dans peu de temps, Red Bull n'aura pas d'évolution sur son moteur, Mercedes aura un jeton. Chez Ferrari, eh bien, comme chez Audi, Audi a apporté une petite évolution moteur dès le week-end de Barcelone, c'était il y a 15 jours, sous le règlement ADIO, puisqu'il avait été donné aux équipes de manière officielle à Monaco. Eh bien, Audi avait dans ses cartons déjà une petite évolution qu'elle a apportée à Barcelone. Ce week-end, c'est donc Ferrari qui apporte une évolution autour de son moteur. Je vous le disais, 3 systèmes nouvellement introduits chez Ferrari. Une évolution... Et là, Verstappen, enfin en piste. Le V6 turbo. Une évolution carburant, et on sait à quel point les carburants peuvent faire une différence importante, et une évolution sur le pack batterie qui a été allégé et qui permet à l'équipe de gagner un peu moins d'1 kilo de poids, mais c'est un gain qui n'est pas à écarter bien sûr. Alors on parle d'un déficit, Loïc Duval, d'une trentaine de chevaux du bloc Ferrari, du Power Unit, de l'unité de puissance Ferrari sur les moteurs les plus puissants. Les gains estimés, on ne parle que d'estimation et seuls les motoristes à Maranello ont les chiffres exacts, mais on parle d'un gain de 5 à 7 chevaux. Donc c'est pas un énorme gain et ça corrobore les propos de Charles Leclerc il y a quelques minutes. Oui, c'est très difficile d'apporter des vrais gains en performance au niveau moteur en restant dans les règles au niveau du budget. Les moteurs, ils vont battre le record de la pole ou pas? Alors, depuis le début de saison, ils ont battu aucun record. Comment veux-tu qu'en Autriche ils battent leur record? Voyons, je sais même pas le temps de la pole c'était quoi l'année dernière, je m'en rappelle plus.
Ça devait être une 0,4 ou 5, non peut-être 0,3 ou 0,4, ouais. Un truc comme ça, non? Je me rappelle plus. On en est tout encore, hein. Voilà, une pédale de frein un petit peu... Là, on s'oriente vers une purge des freins, Loïc. Un peu longue, peut-être. C'est inconstant, du coup. On a eu aussi l'information un tout petit peu plus tôt que chez Lando Norris, apparemment, il suspecte un problème hydraulique. Il y avait une petite perte de fluide, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas pris la piste encore jusqu'à présent. Mais un début de séance qui est un petit peu compliqué. Après, on a aussi, vous savez, passages sur les vibreurs qui peuvent avoir un impact par rapport au ressenti pédale, parce que lorsque vous passez à très haute vitesse sur les vibreurs, vous pouvez avoir vos plaquettes de frein qui se décollent un tout petit peu en fait de votre disque, et lorsque vous attaquez la pédale tout de suite derrière, et ben en fait vous avez ces petits millimètres en plus qui vous gênent en fait en ressenti pilote. Donc ça peut aussi avoir un impact ici en Autriche. Quantité non négligeable de sondes Pitot et de sondes de Kiel sur... Le petit turbo de Ferrari aura un avantage au vu de dessus du circuit. Oh... Ouais, je demande à voir quand même. Pas sûr de ça, mais à vérifier. Alors ça, quand vous êtes pilote, alors c'est à important vérifier. parce que vous êtes là pour travailler pour l'équipe, mais bien sûr en tant que jeune pilote, vous avez aussi envie de montrer certaines choses à l'équipe. Et des fois vous vous dites, ils m'utilisent vraiment pour faire le sale travail. Voilà, c'est toujours un petit peu dur, mais ça fait partie du jeu. C'est Max Verstappen qui a réussi à prendre la piste. Enfin, parce que ça fait 25 minutes, plus de 25 minutes de séance là. Et le seul en pneu tendre, c'est le seul à avoir mis les pneus tendres jusqu'à présent. On a vu dans la piste des voitures qui étaient quand même assez chargées avec des petites ailettes supplémentaires sur les ailerons. Voilà, c'est un circuit où on va essayer de venir charger un peu plus la voiture, la traîner à un peu moins d'aspect négatif. Donc voilà, on essaie de travailler l'aéro et le grip général en priorité. Panachage pneumatique plutôt médium et dur. Pas mal de pilotes qui utilisent leur frein de pneumatique dur ce week-end. On va rappeler qu'à l'inverse de Barcelone, on est sur la gomme la plus tendre possible là en 15 jours, puisque dès le week-end prochain, la F1 sera à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce week-end, ce sont les trois composés les plus tendres de la gamme Pirelli, C3, C4, C5. Et la semaine prochaine, à Silverstone, vu l'énergie nécessaire sur les pneus à Silverstone, ce sont les trois pneus les plus durs de la gamme, C1, C2 et C3. Un seul pneumatique commun entre les deux week-ends de course qui vont s'enchaîner. Ce sera le C3 qui, ce week-end, est le pneu le plus dur et qui, le week-end prochain, sera le pneu le plus tendre de la gamme. Ça, vous avez bien suivi. Toujours est-il que, au vu des températures ici, au vu de la rugosité de la piste, on s'oriente basiquement vers une stratégie à 2 arrêts, et certaines écuries devraient ne pas toucher à leur stock de trains de pneus durs jusqu'à dimanche en course. Ah cool, 2 arrêts. Garder leurs 2 trains de pneumatiques durs pour la course. Ce n'est pas le cas d'une partie du peloton, vous le voyez ici, avec déjà plusieurs pilotes qui l'utilisent et qui le rendront automatiquement à Pirelli à la fin de cette FP1, mais dans certains top teams... Putain, moi père, t'es débile toi. Chaque fois dans le chat, c'est pour ouvrir ta gueule sur Max Verstappen. Tu es vraiment mais d'une bêtise crasse. Hein. C'est terrible d'être aussi con. Hein. La groupie de base quoi en fait. On dirait il y a un bot. Un bot Pro Max. Voilà ce que tu es. Tu ne vaux pas mieux que ça. On voit l'arrière de la voiture assez basse, hein, chez Limblad, vous voyez un petit peu de fumée lorsqu'il passe sur les vibreurs. Donc on va venir user la planche qui est sous la voiture. Et vous avez ce dernier virage là avec cette petite marche à l'intérieur qui est toujours compliquée, parce que quand vous arrivez au niveau du point de corde et vous perdez un tout petit peu ce train avant, parce que vous avez l'avant de la voiture qui est légèrement en l'air et qui va venir un peu plus tard replaquer. Salut à toi. Lorsque ça va descendre la marche. On va peut-être le voir là en caméra embarquée avec Aaron. Il est ici. One of the cooling on the right hand side is coming off. Lot of the bodywork. Coming, box.
Ouais, la Cadillac de Perez hein, qui a apporté énormément de modifications. Hein. C'est l'équipe qui a apporté le plus de modifications ce week-end. Donc un petit souci au niveau cooling. C'est Isaac Hadjar qui se prépare pour monter dans la Red Bull. Ah bah, il serait temps pour Isaac. Là, au bout d'une demi-heure. On est content en fait de rentrer un petit peu plus tard parce qu'on arrive plus rapidement dans le vif du sujet. Il y a eu de la gomme déjà qui a été déposée un petit peu sur la piste, donc des fois on peut se dire que la piste est un petit peu mieux. Ou encore une fois un petit blocage là pour Lewis Hamilton. On a eu beaucoup de blocages hein, sur les freins. Au virage 3, au virage 1. Alors au virage 1 bien souvent c'est parce qu'on essaie d'ouvrir au Regardez Lewis Hamilton derrière Beganovic. La honte pour le pilote britannique. Et donc là on a la suspension qui monte et qui descend et donc en fait on a moins de contact au sol. Très peu de sensations à bord de sa monoplace, les pneumatiques qui ont l'air très chauds et qui ne lui apportent pas du tout les sensations d'adhérence qu'il souhaite. Après on a des fenêtres d'utilisation optimum, hein. Peut-être que là c'est un petit peu trop chaud pour le pneu tendre et donc du coup souvent quand on a le pneu tendre on peut avoir un petit peu plus de mouvement sur le pneumatique qui bouge un petit peu plus. Comme ici on a beaucoup de longs virages rapides, ça peut être gênant en termes de ressenti pour le pilote. Et potentiellement même si le soft est un pneu qui a plus de grip, bah, c'est peut-être plus difficile de l'utiliser et on peut se retrouver des fois à avoir un pneumatique médium qui est plus performant parce que le pilote a un meilleur ressenti et que ce pneu se tient mieux dans cette fenêtre d'utilisation. Isaac Hadjar qui va enfin pouvoir s'installer dans sa monoplace, mais il aura perdu une demi-séance, facilement une demi-séance. Long blocage de roue ici pour Dino Beganovic. Salut à toi. Bon, l'aileron a été fermé très très tard. Hein. Oui. On l'avait vu un petit peu plus tôt, il avait fermé vraiment tard. 4 zones d'activation des modes ligne droite ici, sur les 4 lignes droites du circuit. La ligne de départ, après le virage numéro 1 jusqu'au virage numéro 3, c'est cette montée ici. Et dès la sortie du virage numéro 3, jusque dans la descente du numéro 4. Et enfin cette courte ligne droite entre les virages 8 et 9. Kimi Antonelli avec ses pneumatiques tendres en avance et un record de premier secteur en 16 secondes 7. Ah, lui il arrive à le faire fonctionner le pneu tendre pour le moment. Certainement. Et ça fait limite Lewis. Dans l'air, 51 degrés au sol ici à Spielberg dans les montagnes styriennes. George Russell qui répond en 16.8. Il est en deçà pour l'instant du temps de Antonelli, donc il ne lui répond pas. Il essaye de s'accrocher dans le premier secteur. Alors Hadjar il va bientôt partir normalement. Et Norris, oui, il y a un problème hydraulique. Kimi, c'est un circuit qu'il affectionne particulièrement et c'est là qu'il a dû faire le plus de tours en piste en Formule 1 avant d'arriver en Formule 1. Sur les tests organisés pour lui, il a énormément roulé. Pour le préparer à la Formule 1, Mercedes avait conçu et concocté un programme très conséquent de roulage sur des anciennes Formule 1. Russell, un autre petit dixième de concédé. Et pour l'instant, Hamilton souffre beaucoup, dit-il. Et sur la ligne, record du dernier secteur pour George Russell qui achève ce tour à 1 dixième de Kimi Antonelli. Record du secteur 3 en 20 secondes 6. Et là pour Lando Norris, c'est une séance qu'il va sans doute falloir oublier parce que quand on voit une monoplace câblée, branchée façon salle d'opération, c'est pas bon signe quand à une arrivée en piste rapide. Le problème d'hydraulique, c'est que la fuite elle peut être... Je ne sais pas, Florian. Normalement il devrait l'installer dès le FP1 je dirais, mais à voir. Et du coup derrière elle est venue sur ce vibreur qui est très méchant, ce vibreur à la sortie du double gauche. Oh là là, ça sort large encore une fois pour la Williams. On apercevait Will Joseph à l'instant, l'ingénieur de Lando Norris, lui dire bah écoute, on va sûrement pas rouler.
Je souffre beaucoup avec ces freins. À chaque fois que je tape dans la pédale de frein, c'est un peu la loterie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quelle longueur de pédale je vais avoir. Évidemment, là, c'est l'antithèse de la confiance de se retrouver dans cette situation. Quand vous ne savez pas à quoi vous attendre, c'est ce qui est de pire. Alors après, ça vous arrive ça en course. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant chaque freinage, venir toucher la pédale en fait de frein pour s'assurer qu'on a réussi à le mettre sous pression. Alors c'est pas optimiser bien sûr la performance. Là, vous parlez des lignes droites des Hunaudière, Loïc. Par exemple, en référence, mais ça pourrait, lors d'une course, à un moment donné, pour essayer d'avoir un peu plus de confort et de compréhension de ses freins. Voilà, on perd peut-être un dixième à le faire, à toucher un petit peu les freins, mais on a plus de confort. Mais c'est vrai que là, sur une séance d'essai, sur une FP1 en Formule 1, on a juste envie d'une chose, c'est de rentrer au stand et puis s'assurer qu'on aura des freins qui correspondent à ce qu'on veut. Hamilton qui améliore son chrono, ça reste loin en comparaison des pilotes Mercedes en pneumatique tendre. Oui, j'ai vu passer l'info, c'est scandaleux pour Ben Sulayem. Un véritable scandale. Vous entendez le passage sur les vibreurs qui est vraiment très dur. Mais vous êtes sûr pour l'info du moteur en EL3, pourquoi il la mettrait pas en EL1 et 2 déjà? Enfin, l'Evo moteur, c'est bizarre. Hein. Oh putain, oui. Lando Norris semble quand même se préparer. Absor sort enfin après 34 minutes. En chauffe du moteur, du coup, comme ça fait très longtemps, peut-être qu'ils ont voulu remettre. Mise en pression, mise en température, et tant mieux qu'ils puissent profiter quand même de quelques minutes en piste, ne serait-ce que pour vérifier la bonne intégrité des systèmes. Qu'est-ce qu'elle est dure cette monoplace. Ferrari, techniquement, ils ont pas les veaux encore, donc disons qu'ils sont pas au max de leurs possibilités. L'attaché de presse que les deux monoplaces bénéficiaient bien à égalité des nouveautés. Alpine qui apporte ici sur sa monoplace un nouvel aileron avant, des nouveaux montants d'aileron avant, un nouveau nez, également des améliorations sur son diffuseur. Mais on va voir tout le week-end des voitures qui vont rouler très basses. On l'a vu aussi chez Mercedes, on a apporté des nouvelles suspensions avant pour justement avoir plus de possibilités en termes de hauteur de caisse, pour pouvoir travailler un petit peu plus sur ces hauteurs de caisse. Et c'est vraiment un circuit très typé aéro, donc on va essayer d'avoir la voiture la plus basse possible, très très agressive, mais ce qui peut être problématique par rapport au passage du vibreur. Allez, une amélioration sur les 3 secteurs personnels pour le pilote argentin, ce qui permet au pilote alpine de se positionner au 4e rang en 1.8.962. À Colapinto qui a été depuis le début de saison capable de vraiment monter son jeu, être de plus en plus performant, et je pense que c'est hyper intéressant même pour Pierre Gasly maintenant, parce qu'il a une référence au sein de son équipe avec laquelle il peut travailler. Avant Colapinto était relativement loin, et là ils peuvent travailler. On voit en bas de l'écran la comparaison Antonelli-Russell, en violet la ligne d'Antonelli qui réussit à emmener plus de vitesse, plus longtemps dans ce virage 4, quitte à ce que les lignes se croisent un peu et que ça... Et si, il fait la course, mais il a laissé Beganovic rouler pour les FP1. George Russell, mais au final c'est quand même un dixième plus rapide pour Kimi Antonelli que George Russell sur ce seul virage numéro 4. Ils restent à proximité l'un de l'autre, un dixième les sépare. Il y a cette confrontation à laquelle Loïc on a assisté depuis. Putain, les Mercos, elles ont mis de la galerie en tout cas. Hein. Ah la vache, l'avance qu'ils ont quoi. L'un et l'autre commençaient à perdre pas mal de temps à batailler l'un contre l'autre à Barcelone, faisant indirectement les affaires de Lewis Hamilton. La question a été posée à George Russell sur les consignes de course, la manière dont Antonelli et Russell vont être amenés à se battre à l'avenir, sachant que revient assez fortement la Scuderia. Ça a été ces vagues de chaleur. Il est temps que ça se termine, j'ai envie de te dire, mais bon, il faut les supporter, oui. Hein. Je crois que c'est assez clair. La victoire de l'équipe est la priorité, quel que soit le pilote. Vous avez vu au Canada que moi et Kimi on se battait très fort, mais on prenait de l'avance sur tous les autres pilotes. Donc la victoire de l'équipe n'était pas sous inquiétude, mais il y a eu Barcelone. On était avec un autre pilote dans la bataille. Lewis a eu la bataille de sécurité, la voiture de sécurité, ce qui l'a aidé.
Mais moi et Kimi, on perdait du temps avant. Et on offrait indirectement la possibilité à Ferrari de gagner. Et en cela, on doit être intelligent en tant que coéquipier. Et c'est très clair au sein de on doit être intelligent, mais bon, si Antonelli est premier et que lui est deuxième, il va vouloir se battre. Alors qu'est-ce qu'il raconte, Russell là? Il me fait rire lui. La victoire, alors on voit ici un Pierre Gasly un peu large au virage 4. La victoire de l'équipe doit prédominer, doit prévaloir. Ça c'est de nature à pouvoir endommager légèrement les prochains. Si Russell est premier, il va dire à la radio: ah non, faut pas qu'on se batte, Ferrari va encore nous battre. Faut qu'Antonelli reste derrière moi. Sont intéressés à la le double discours quoi. De l'écurie, c'est-à-dire que les membres de l'équipe touchent une prime si l'équipe est championne du monde. Le titre pilote ne rapporte rien aux membres de l'écurie, il n'y a pas de prime. C'est quand les émoteurs Ferrari FP3? Oui, normalement. Après à vérifier. De manière très basique liée à l'argent, mais encore une fois, oui, en ça il a raison de dire que la priorité c'est la victoire de l'équipe. Priorité numéro 1, le constructeur doit gagner. On travaille tous pour un constructeur et l'objectif c'est de le mettre en haut de l'affiche. Ça c'est priorité numéro 1. Après c'est très difficile lorsque vous êtes dans un championnat aussitôt dans la saison avec deux pilotes qui se battent pour la gagne, qui sont relativement proches en termes de points, de prendre des décisions sportives pour le moment. Donc ça c'est quelque chose de très dur à faire. Je pense que Toto Wolff et Mercedes vont être capables de le faire. Ils l'ont connu par le passé avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ils ont connu des déconvenus, donc je pense qu'ils savent gérer ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention. La concurrence peut revenir, mais la concurrence peut aussi potentiellement avoir le même problème un petit peu plus tard. Donc, moi non plus, je comprends pas trop, mais bon. Ils savent ce qu'ils font normalement. C'est peut-être pour comparer, oui, les perfs, les différences de perfs avec le nouveau moteur. Ça peut se comprendre après. Désormais, elle vient principalement de Ferrari. Ce ne sera pas uniquement Ferrari sans doute à l'avenir. Et Mercedes doit faire attention. Lando Norris casqué. Système Hans sur les épaules. Et direction la monoplace dans quelques instants où l'attend son mécanicien pour l'aider à s'installer. On est en train de finir la fixation des parties du capot moteur. Un énorme écart pour le moment entre les Mercedes et le reste du plateau. Oui. Ouais, le premier pilote hors Mercedes, c'est Lindblad, vous le voyez, à quasiment une seconde. Chez Aston Martin, toujours pas d'évolution sur la monoplace. C'est une situation qui est difficile à vivre. Même Mike Rack, l'un des responsables de l'écurie, qui tente depuis de nombreuses semaines de faire face aux médias et d'essayer d'afficher un visage un tant soit peu positif, commence à dire non, ça pèse très lourd au sein de l'écurie, la situation. Et ce qui pèse lourd aussi, c'est ces absences d'évolution, parce que bien l'équipe, pour l'instant, elle est en survie. C'est clairement la dernière force du plateau en termes de performance pure. Barcelone l'a tristement prouvé. La fiabilité n'était pas non plus au rendez-vous pour Aston Martin, qui a dû... Les Merco en DNF dimanche, c'est sûr. C'est sûr. Toi, t'es certain de beaucoup de choses, hein, mais bon, on verra. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça rappelle, dans une mesure différente, alors que ces ralentis sont toujours intéressants à observer, le retournement de l'aileron, que ce soit chez Red Bull ou chez Ferrari. Ça rappelle la situation de Ferrari où Frédéric Vasseur, en fin de saison dernière, dressait le bilan de la saison en disant « Je n'avais peut-être pas suffisamment anticipé l'effet psychologique qu'aurait le fait d'arrêter très tôt en 2025 le développement de la voiture. » C'est vrai que Ferrari avait fait le choix d'interrompre rapidement son développement en 2025 pour consacrer ses forces, son énergie et ses ressources à préparer 2026, mais Fred Vasseur disait ça a eu un impact psychologique sur les personnes de l'équipe, parce que plus d'évolution, moins de performance, une certaine frustration de la part des pilotes, frustration qu'avait laissé facilement transparaître un Lewis Hamilton notamment. Et chez Aston Martin, dans une autre mesure, Loïc, de voir que 1, la voiture, eh bien, c'est la moins rapide du plateau. 2, il n'y a aucune évolution apportée. Alors c'est un choix, on le sait, hein, d'attendre un long moment pour que le package qui arrivera soit vraiment conséquent. Alors on a précommandé son GTA 6 ou pas, hein? Les gamers là. On a fait sa petite précommande. On sait que ça va être compliqué, qu'on n'aura pas la performance, il n'y a pas de nouveauté, donc ça continue à être compliqué.
Après, on peut voir que le choix qui a été fait chez Ferrari, qui était un choix important, mais il semble être payant. En tout cas, on a une voiture là qui a l'air plus proche de la concurrence que ça pouvait ne l'être l'année dernière. Et donc, du coup, c'est aussi en termes de management, très certainement un bon choix, parce que je pense que Frédéric Vasseur a emmené ses équipes dans ce choix-là, et qu'aujourd'hui, ça paye. Donc, la confiance et l'analyse, c'est de se dire, bon, bah, ça a fonctionné, il faut continuer à marcher, et il faut continuer à avancer. Et GTA, ça t'intéresse pas? Ah bah, dis donc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Après, pour Aston Martin, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'attendre ce jeu pour les névrons? Oh là, ça y est. Oh là là, ça y est. On parle pas d'un aileron ou d'une suspension, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à apporter. Est-ce que là, voilà, on n'est pas en train de tout revoir pour apporter des énormes... On a des anti-GTA dans ce chat. Il vaut mieux pas faire ça. Souvenez-vous de McLaren, lorsqu'ils étaient venus avec toutes leurs nouveautés à Miami il y a 2 ans maintenant, enfin le pas en avant gigantesque qu'ils avaient fait, donc voilà, est-ce que c'est pas la solution? L'avenir le dira, hein, on espère que ça ira dans le sens d'une performance largement accrue. Toujours c'est beau. Alors on est sur un freinage là qui est en montée, donc on ne le voit pas trop, mais vous avez énormément de charge aéro quand vous... c'est une très grosse pente hein, vers le virage 1. Exactement, et c'est très bosselé. C'est très bosselé. Alors, il sort pas en plein été, il sort en novembre, GTA 6. Voyons Renault. Il sort le 19 novembre, pas en été. C'est juste les précommandes qui sont ouvertes. C'est pas la sortie là. Plus ça va se gommer dans le week-end, plus ça va disparaître. Il y a cette banane jaune au sol à la sortie du virage numéro 1. Les premiers sont en soft, oui. La saucisse jaune, je crois pas qu'elle y soit encore. D'accord, ok. Et d'aller la voir en fin de week-end. Vous allez voir ça que la gomme qui se dépose dessus et à quel point ça colle en fait après sur ce banane. Absolument. Banane collante. Après oui, il y en a qui vont se mettre en congé pour y jouer, c'est sûr. Vous voyez au niveau central là sur les bons arrière, vous avez cet appendice là qui ressort un petit peu sur la partie centrale. Comme une petite languette. Ouais. Ce virage au profil très intéressant à l'E4, qui d'abord est une courbe assez ouverte, mais qui sur la fin vient se fermer de manière assez forte. Le virage 4 est tout en descente, dévers négatif. Exactement, c'est le dévers négatif qui est vraiment très compliqué ici. Ici, voilà, ça rentre rond, et à la fin, hop, il y a un kick, une fermeture. Après, ça ouvre ici sur la circuit, mais... Trop addictif. Ok. Et c'est dur de venir chercher la corde, on prend du sous-virage. Je suis pas envie d'être en magasin le jour de la sortie. Bah, c'est sûr que certaines villes, ça va être le bordel. Hein. Il y en a, ils vont se faire agresser pour avoir le jeu, quoi. La blague. Le dernier virage est quand même rapide, mais il faut être capable de caler la voiture, passer cette marche avant de reprendre les gaz. Et vous avez vu hein, les bacs à gravier très dissuasifs. Si, je connais. Toka Touring Car Championship, Toka 2 Touring Car, Toka World Touring Car Championship, je crois. Le 3e. Après, il y a eu les grids, etc. J'ai perdu l'allumage, tout s'est éteint. Et on va encore avoir des gens dehors passer la nuit devant les magasins. C'est ouf comment l'humain peut être con. Oui, ça c'est vraiment exagéré, c'est sûr. Je suis d'accord. Lando Norris, ça y est, prend la piste pour un tout petit quart d'heure, 14 minutes de piste pour s'assurer que tout aille bien. C'est ça. L'aileron s'est confirmé, c'est pas le qui était très moche d'ailleurs, je préfère la Laguna du premier Toka. Mais... de tester cet aileron Macarena chez McLaren, ça a été remis à plus tard, peut-être à Silverstone le week-end prochain. Alors après là, au niveau de l'organisation de votre séance, il peut y avoir des petits... mais oui, il n'y a pas que des jeunes ici dans ce chat. Il n'y a pas que des vingtenaires. Il y a des trentenaires et des quarantenaires aussi. Travailler un petit peu plus la performance, peut-être qu'il a beaucoup d'essence dans la voiture, qu'on n'a pas été en mesure de retirer l'essence de la voiture, et donc du coup, en fait, sur ces 15 minutes, il aura beaucoup plus de poids embarqué que d'autres. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent impacter votre séance d'essai quand vous avez rencontré des problèmes comme celui qu'il a pu rencontrer.
Oui, ça peut être sympa la saison. Faudrait juste pas que Mercedes gagne tout à nouveau cet été, mais bon, on va voir. On va voir. Dévoiler toute la puissance de son moteur. Lewis Hamilton qui a amélioré ses 2 premiers secteurs avec les pneus tendres, pas le dernier. Carlo Santi, l'ingénieur de Lewis Hamilton, qui va, semble-t-il, maintenant conserver cette fonction. On avait évoqué un changement de position au sein du team, mais les choses se passant tellement bien, à la fois pour Lewis Hamilton avec Carlo Santi en tant qu'ingénieur de piste et avec Cédric Michel-Grosjean, son ingénieur performance, que le trio là fonctionne extrêmement bien. Chacun, de ce que j'ai cru comprendre, se sent parfaitement bien dans son rôle. Le pilote est content dans son rôle de pilote et il est content de la performance qu'il arrive à trouver et surtout de l'échange, du niveau de communication et d'efficacité dans la communication qu'il a avec ses 2 premiers ingénieurs. Il y a tout un pool d'ingénieurs autour, hein, mais les 2 plus importants et à la proximité la plus importante d'Hamilton. Il y a encore 11 minutes dans cette séance qui est pas très passionnante, faut le dire. Ce sera mieux tout à l'heure quand il y aura tous les pilotes, je pense. Parce que là, bon, c'est dur de se faire une idée sur quand il manque autant de pilotes, quoi. On va pas essayer de compliquer les choses. Si ça fonctionne, c'est important de rester sur un rythme comme celui-ci. Et Valtteri Bottas, 12ème, oh. Attention. Premier succès avec les rouges, c'était à Barcelone il y a 15 jours, sa 106e victoire en Formule 1. Ça te rajeunit pas, Renault. Sous les couleurs de Ferrari. Et évidemment, un rythme. Ah oui, t'étais en BTS, moi j'avais 8 ans à l'époque, 8-9 ans quoi. Une séquence très intéressante de j'étais tout jeune. Hein. Deuxième au Canada, deuxième à Monaco, victorieux à sur ma modeste PlayStation 1. Deuxième championnat du monde à 41 points de Kimi Antonelli. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait empêcher Lewis Hamilton de jouer la course au titre mondial? Eh bien écoutez, la réponse du septuple champion du monde. This weekend, we do have a new engine. It's a step. It's not. Ce week-end, on a un nouveau moteur. C'est un pas en avant, mais c'est pas un énorme pas en avant. C'est une façon de progresser et je suis très reconnaissant et très fier. Mais bien sûr, Mercedes reste l'équipe à battre. Ils ont été incroyables depuis le début de la saison avec une voiture incroyable, une équipe incroyable aussi. On a une vraie bataille à mener maintenant. Toute notre énergie est mise dans cette bataille pour le reste de la saison et on espère se battre face à eux. Mais je ne pense pas que ce soit impossible. On retrouve un Lewis. Bien évidemment, c'est là, Lewis. Loïc Duval, vous le connaissez bien, conquérant dans son approche, conquérant dans son discours. Et c'est aussi quand il est dans cet état d'esprit que Lewis Hamilton se montre extrêmement dangereux, redoutable et performant. C'est là qu'il est le meilleur. Il a une énorme connaissance de ces situations-là. Un petit peu de sûr sur la reprise des gaz. Très à la corde aussi, hein, au virage 10. Bien sauvé. Du coup, le train avant, en fait, quand il vient se poser après la marche, il prend du grip et on perd un tout petit peu l'arrière sur la reprise des gaz. Non, Lewis Hamilton, qui, on le sait, hein, il a vécu tellement de choses, tellement d'expérience. Après, il arrive quand même plutôt sur la fin de sa carrière qu'au début, bien entendu. Et ce qui peut être compliqué, c'est il a réussi quelque part déjà un exploit. On l'attendait pas forcément. Ouais, c'est à 17h, exact. Être capable de rebondir comme il l'a fait après la et ce soir, il y a le match de la France. France-Norvège également. Mais ça, je ferai un live sur mon autre chaîne YouTube, Team News, si vous voulez venir. Je peux vous mettre le lien éventuellement. Je vais vous retrouver ça. Par contre, je diffuserai pas non plus le match, que le son, hein, évidemment. Même principe, le droit d'auteur. Hein. Vous vous doutez bien que bon, faut pas faire ce qu'on veut quand c'est des trucs sportifs. Ça serait trop beau.
Bien cassé. Pour aller vers le bac à gravier à gauche, et ça a obligé évidemment Isaac Hadjar à lever un peu le pied, parce que sinon sa monoplace prenait la direction du bac. Isaac Hadjar en difficulté. Il s'est rapproché avec les et Piastri là aussi, voilà, on commence à avoir des... Ça, ce sera pour le foot. Tout à l'heure. Plus respectable pour la concurrence. Toujours la Ferrari là, qui est encore un petit peu en retrait face... Papa, j'ai obligé ton... What the fuck avec la converse. Vous êtes fous, hein. C'est la chaleur qui vous monte à la tête, hein. À la pause estivale, au moment de la trêve, et que sa décision sera sans doute prise juste avant, juste après. Quant à savoir s'il continuera chez Aston Martin, quant à savoir s'il ira dans une autre écurie, beaucoup de questionnements. On parle d'une possibilité de voir Fernando Alonso rejoindre une nouvelle fois. Mais non, il va pas aller chez Alpine, arrêtez avec ça. Oh là là. Alpine, en son temps Renault. Est-ce qu'on va assister à un nouveau passage de Fernando Alonso au sein de l'écurie avec laquelle il a été champion du monde en 2005 et 2006. À l'époque, elle se nommait Renault, devenue Alpine depuis. Est-ce que Fernando Alonso est amené à retourner là-bas? Ça alimente beaucoup de conversations. On voit quand même se mettre en place un triptyque. On parlait du triptyque pilote-ingénieur tout à l'heure. Le triptyque Flavio Briatore, manager de Fernando Alonso et aux commandes de l'écurie Alpine. La signature il y a très peu de temps avec un partenaire gigantesque dans l'univers du luxe, c'est la marque Gucci, aujourd'hui dirigée par Luca De Meo, ancien patron de Renault. Est-ce que les moyens très importants de cette marque de luxe italienne permettraient de s'offrir les services d'un Fernando Alonso qui, même si il n'a plus été titré plus longtemps, Je le vois pas représentant Gucci, Alonso, je sais pas, ça va pas en fait. Gasly, oui, déjà, ce serait mieux. Mais Alonso, déjà, il est trop vieux. C'est une marque jeune, Gucci, enfin... Je comprends absolument pas l'équilibre de la voiture. Je sais pas, ça irait pas. Je trouve que ça irait pas. C'est compliqué, pour ne pas dire un autre mot, mais il n'est absolument pas satisfait là du comportement et de l'équilibre général de sa monoplace, le Français. Ouais, logiquement, vous avez quand même une dégradation une constance dans la dégradation. C'est que si vous commencez à perdre le train avant, bon voilà, vous avez un petit peu plus de sous-virage. Là, il semblait dire en fait que c'est vraiment en fonction du virage. Il a du mal à savoir si ça va sous-virer, sur-virer, sur la reprise des gaz. Enfin voilà, il y a quelque chose qui n'est pas constant dans le comportement de la voiture. Et donc, pour en revenir à Fernando Alonso, eh bien, question autour de l'avenir du pilote. Hier, il mettait un petit peu de côté tout cela. Les freins également, mauvaise sensation pour Kimi Antonelli. Ça raccorde un petit peu avec Oscar Piastri qui s'en plaignait tout à l'heure. Alors que ça y est, Lando Norris va essayer d'enchaîner quelques tours rapides. Oui, Fernando Alonso qui hier disait... Je suis amené à être encore impliqué avec Aston Martin, même si je ne suis plus dans la voiture. Il semble avoir envie d'aider cette écurie à atteindre les sommets. Le parcours sera sans doute long, semé d'embûches. Bon, est-ce que c'est pour mieux cacher ses réelles intentions? On a vu beaucoup Flavio Briatore dans le motorhome Aston Martin à Barcelone. On pourrait penser que c'est simplement Norris sur la réaccélération qui perdait le train arrière de sa monoplace. On pourrait imaginer que Flavio Briatore venait simplement rendre une visite de courtoisie à son pilote, puisqu'on rappelle encore une fois qu'il est son manager. Mais évidemment, un Briatore qui rentre dans l'hospitalité et dans les coulisses d'Aston Martin à Barcelone, c'est de nature à entretenir les discussions et les rumeurs. C'est sûr qu'à voir un Fernando Alonso, là on va voir la reprise de gaz, regardez. Hop. Voilà, l'arrière qui se déleste un petit peu. Non, avoir un Fernando Alonso dans une équipe, c'est hyper important via son expérience. La vraie question maintenant, quand même, c'est ça, tout Lyon. À 45 ans, pour Fernando Alonso, est-ce qu'un constructeur doit imaginer l'avenir avec un Fernando Alonso? Qu'est-ce qu'il peut encore apporter? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut tourner la page, peut-être lui donner un autre rôle au sein de l'équipe, mais peut-être envisager l'avenir avec du plus jeune. Voilà, donc, parce qu'on a toujours une vision à 2 ans, 3 ans maximum en Formule 1. Donc voilà, se poser la question, est-ce qu'à 47, 48, c'est encore la bonne solution ou pas? On sait que Fernando Alonso est spécial. Tout le monde le reconnaît. Très particulier. Voilà, ce qu'il est capable de faire encore, la motivation qu'il a, le travail et le temps qu'il y passe, c'est incroyable.
Même question que se pose peut-être en ce moment, pas à l'instant où il franchit la ligne, mais dans cette période pré-estivale, Max Verstappen va-t-il souhaiter poursuivre l'aventure avec Red Bull? On peut imaginer que les évolutions apportées ce week-end à sa monoplace et le niveau de performance espéré avec ces évolutions vont apporter aussi des éléments à Max Verstappen dans sa volonté de rester au sein de l'écurie Red Bull, ou alors d'aller relever un autre pari. On continue d'évoquer la possibilité qu'il rejoigne Mercedes, même si hier George Russell disait « moi je sais que je serai là l'année prochaine », voulant couper court à toute rumeur d'un éventuel départ. Quelle sera la situation d'un Oscar Piastri? On sait que face à Lando Norris, il n'est peut-être pas le pilote le mieux positionné aujourd'hui au sein de l'écurie McLaren, même si le traitement semble équitable entre les deux pilotes. Est-ce qu'il aurait lui aussi des velléités d'aller vivre un autre challenge dans une autre écurie? Pierre Gasly lui semble bien intégré, attaché à l'écurie Alpine, et Alpine compte énormément sur le pilote français. Est-ce que ça le motiverait, Pierre Gasly, de recevoir à ses côtés au sein de l'équipe un Fernando Alonso? Certainement une collaboration qu'on aimerait voir. Est-ce qu'elle se produira? Moi je pense qu'il va rester chez Aston, Alonso. Il retournera pas chez Alpine. J'en doute fortement. Peut-être des problèmes de capteur ou quoi que ce soit avec les vibrations. Ah, red flag apparemment. Je suis en retard sur le stream, on va regarder ça tout de suite. On va se terminer la séance du coup. Terminer la séance. Tout le monde rentre. Ouais, d'accord, ok. Je vais arrêter sur la piste. C'est pas craché. Bon bah. Parce que c'est même drapeau. On va plus loin que la virtual safety car. Séance interrompue à 1 minute 10 de la fin du chronomètre. Terminado. Ce qui veut dire que ça va empêcher les procédures de départ sur la grille. Là, la coupure semble plus longue que les précédentes et au point de devoir s'arrêter. Est-ce qu'il est capable de rentrer peut-être que sur le mode électrique? Gucci F1 Alonso, ce serait déjà signé. Oui, voilà, les sources de ça, on fait la F1, voilà. Je pense qu'ils ont des sources égales à cristalline, hein. Evian à la source, du coup. Balancer des trucs comme ça, je sais pas, c'est risqué quand même, hein. À moins que le gars soit dans le milieu, peut-être, mais je suis pas certain de ça. Moi je pense pas qu'il signera chez Alpine. Je serais content de voir Alonso pour le titre. Ah, il y a beaucoup de fans d'Alonso dans ce chat là, je vois là. Qu'est-ce que vous trouvez ce mec là, franchement? Il y a un fact Fernando Alonso. Il ne mérite pas d'avoir des fans. C'est le pire pilote de la grille après Max. Niveau caractère. La désenclencher cette vitesse avec les systèmes qui sont sur le dessus du capot moteur, enfin devant le châssis, pardon, devant le halo. Bon bah petit doublé Mercedes, hein, des familles. Voilà. Comme d'hab. On espère que ce sera pas ça dimanche. Norris, 9 tours seulement. Ouais, encore des problèmes de fiabilité. Malheureusement. Il avait pu faire beaucoup de tours. Ah, déjà 11, c'est à peine mieux. Remercie l'équipe de cette nouvelle opportunité, ce qui signifie beaucoup pour lui, 9e temps. Et effectivement, parmi les... Ah non, mais c'est Beganovic qui est le mieux placé des pilotes, des jeunes pilotes. On retrouve un petit peu plus loin Iwasa au 15e rang. Paul Aron dans l'Audi à la 17e position, juste devant Luke Browning 18e et Ryo Hirakawa au volant de la Haas à la 19e position, suivi de Jack Crawford au volant de l'Aston Martin, habituellement piloté par Lance Stroll. Oui, après on parlait du meilleur rookie, mais il faut bien sûr faire très attention. On ne sait jamais dans quelles conditions il roule. Enfin, ouais, ils n'ont pas le même programme que peut-être pas.
Ouais, je sais pas. Si c'est lui, peut-être qu'il est dans le milieu encore, mais bon. J'attends de voir quand même. Par contre, attention, parce que si c'est faux, le mec en crédibilité, il va beaucoup perdre là. Annoncer ça et qu'au final ça se fait pas. Attention à ça. C'est risqué. Faut être sûr de soi là quand même. Ah, son parcours l'a pas aidé, mais son parcours c'est lui qui l'a choisi aussi, son parcours, hein. Désolé, hein. C'est sa décision, hein, qui a fait qu'il a fait des choix douteux dans sa vie, hein. C'est personne d'autre, hein, pour le coup. Et puis c'est un mec qui a pas l'air très facile à vivre dans l'équipe aussi, dans laquelle il est. Bon, chez Aston, je pense pas qu'il fasse trop de vagues pour le coup, mais bon, à l'époque, chez McLaren, chez Ferrari, il y a eu des polémiques avec lui, hein. On s'en souvient, hein. C'est... ouais. Moi, j'ai jamais aimé ce mec. Ouais, c'est comme ça, hein. Je reconnais qu'il est fort, mais bon, il n'y a pas que ça qui fait... Il n'y a pas que la vitesse pure qui fait d'un pilote que c'est un bon pilote, tout simplement. Chez Ferrari dès cette séance d'essai libre sur les monoplaces de Charles Leclerc piloté par après on verra bien. Et sur Lewis Hamilton aussi. On verra bien ce qu'il décide chez Alpine. Mercedes, Russell et Antonelli avec un moteur frais, un troisième moteur thermique. Plus personne ne le veut, ouais, c'est ça. Bah il est trop vieux aussi. Au bout d'un moment, il faut savoir accrocher le casque, hein. Désolé, mais bon. En vrai, on sait même pas ce qu'il vaut vraiment en plus. Comme je l'ai déjà dit, il est à côté de Stroll. C'est facile de battre Stroll. Mais s'il est avec Gasly par exemple, j'ai hâte de voir là, hein, déjà. Ça va être un step au-dessus. Hein. La prochaine évolution moteur serait prévue pour Monza. On sait à quel point l'épreuve italienne sera importante pour Ferrari et avec son pool de moteurs, Ferrari devrait essayer d'avoir cette deuxième évolution moteur à Monza. Mais en tout cas, la première est apparue ici, sans pour l'instant évidemment que ce soit un game changer comme disent les Anglais, sans que ça révolutionne la hiérarchie. La hiérarchie, elle est celle que l'on pouvait imaginer, les Mercedes donc devant la McLaren de Piastri, la Red Bull de Verstappen, 3 Britanniques, Hamilton, Lindblad et Norris au 5e, 6e et 7e rang, devant Colapinto, Beganovic et Berman pour le top 10, suivi par Nico Hülkenberg, Isaac Hadjar à la 12e position, très mécontent de l'équilibre de sa monoplace, Valtteri Bottas 13e, bonne performance de la part du Finlandais, devant Pierre Gasly, suivent Iwasa, Albon, Paul Aron, Browning, Hirakawa, Jack Crawford et suivent Perez et Alonso, 21e et 22e. Merci Julien, merci Loïc, vous restez avec Son premier passage chez McLaren, c'est un bon choix, il s'est juste fait dominer et comporter comme un con. Ah bah ouais, juste oui. Le juste a son importance. Mais oui, mais certains diront que Lewis était favorisé chez McLaren. Ce pauvre Fernando, c'était le vilain petit canard, il n'était pas aimé. Donc il est retourné chez Renault, parce qu'il était aimé chez Renault, par Flavio, le mafieux. Voilà son histoire, Fernando. Ah, on va pleurer, hein. Qui joue et qui doit assumer sur ses épaules ce genre d'aléa. Je pense qu'on a le 3 férié les moteurs vraiment, car il n'y a pas 6 dixièmes entre les deux voitures. Non, je pense pas. Ça paraît énorme l'écart là. Bon, ce week-end il n'y a pas Villeneuve, ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. Avec les F1. Après voilà, c'est le début du week-end, un petit peu surprenant de voir la Ferrari aussi loin, mais c'est quand même très serré derrière, c'est très proche. Kimi qui a été à l'aise tout au long de la séance, mais c'est très serré avec George Russell. Donc je pense que Mercedes est plutôt en bonne posture avec deux pilotes qui semblent être performants. On va pouvoir bien analyser tout ce qu'ils ont pu avoir à analyser dans cette séance d'essai pour pouvoir optimiser encore un petit peu plus tard. Voilà les nouveautés aussi sur la Mercedes qui semblent fonctionner. Alors on a vu pas mal de pilotes être remplacés, des titulaires par les rookies dans cette première séance d'essai libre, donc ça fait peu
de tours parcourus pour eux, aucun. Mais il y en a certains qui en ont peu parcouru, notamment Lando Norris et Isaac Hadjar. À quel point ça pénalise l'entame d'un week-end quand on est dans ces conditions-là et qu'on l'aborde ainsi? Je pense que c'est jamais idéal. Après, on parle de Lando Norris, champion du monde, qui a quand même beaucoup d'expérience. Il a pu faire quelques tours. Piastri, de son côté, a pu rouler. On voit que la performance au final de Piastri est à quelques dixièmes de ce qui se fait de mieux avec les pneus tendres. Norris, lui, n'a utilisé que les pneus médiums. Donc voilà, c'est peut-être le petit souci pour lui, c'est qu'il n'a pas pu se familiariser tout de suite avec ses pneus tendres. Mais dans l'ensemble, le rythme de la... Et oui, il vous manque un Jacques, hein. Ouais, je comprends. Mais être sûr d'avoir une voiture performante plutôt que de pouvoir faire une heure et demie de séance et avoir une voiture qui ne soit pas dans le match. Donc pour le moment ça fonctionne. Je ne pense pas que ce soit un énorme problème pour McLaren et pour Lando Norris. Très bien messieurs, eh bien écoutez, il va être temps. Ouais, j'avais déjà entendu ça. Le coût des enveloppes, abusé quoi. Oh là là. Le mec était prêt à acheter les mécanos, vous vous rendez compte? À quel point il est toxique ce mec? C'est quoi ces méthodes quoi? Deuxième séance d'essai libre à partir de 16h45. On va pas crier derrière parce que là c'est un peu vite derrière nous, mais si on se retourne, voilà, c'est Lewis Hamilton qui vient de passer en courant. Vous voyez, il y a Kimi Antonelli qui prend le temps de signer les échographes et qui s'arrête en bas de son escalier. Oui, Lewis, regardez, il ne remercie pas ses fans. Ne signe rien. La honte pour Lewis. Quel ingrat. Voilà, tout à l'heure 17h, un peu moins 16h50 pour la suite des événements pour les EL2. Quel personnage détestable. Ah oui, c'est Fernando quoi. Allez à toutes. Bonne après-midi.